Alors vous l'avez compris, nous nous dirigeons vers Chambord, nous n'y sommes pas encore. Bonjour à tous et bonjour à mon GPS Aurélie. Bonjour le Géoptimiste et bonjour à vous, télénautes, voyageurs, curieux, généreux et respectueux. Mais d'abord un coup de chapeau à ce territoire, la Sologne, qui a une vraie identité et qui est une terre d'accueil pour les camping-caristes. Dans n'importe quel petit village ou presque, il y a une aire d'accueil. Comme ici à Pont-le-Voix, où elle est particulièrement agréable, ou ici à Tours-en-Sologne, la bien nommée. Mais le point d'orgue, évidemment, ce sera d'arriver à Chambord. Je vous conseille de le faire la veille. Vous trouverez tout le nécessaire sur place et comme ça, le lendemain matin, Le Géoptimiste a rejoint le château. Bonjour Amélie Salard. Bonjour Géoptimiste. On est dans un lieu extraordinaire devant cet escalier extrêmement célèbre. Oui, l'escalier qui a probablement dessiné Léonard de Vinci, l'escalier à 2 révolutions dans lequel on peut chacun emprunter une volée de marche sans se croiser jusqu'aux terrasses. Et puis il y a ce plafond à caissons exceptionnel. Oui, il y a 400 caissons différemment sculptés, 200 F et 200 salamandres. Et toutes les salamandres qui sont les emblèmes du roi François Ier sont ici représentées pour attirer Dieu, en fait, pour attirer le bon œil de Dieu. Et c'est d'une grande modernité. Oui. On parle de renaissance. Oui. En fait, ils se rendent compte au contact des Italiens qu'en France, on n'est pas en avance. Voilà, on copie les Italiens, l'élite, tout ce qui est meilleur à la Renaissance se retrouve en Italie. Et il importe de l'Italie justement cette voûte à caissons, par exemple, ce principe de l'escalier. Cet escalier existe déjà quelque part en Italie avant Chambord. Et toute la petite sculpture très très fine. Par contre, on conserve l'architecture massive d'un château fort. Donc on a toute la modernité de la Renaissance avec quand même les acquis du médiéval. Et on est où? Sur les terrasses, le dernier niveau accessible en visite libre. Et on peut percevoir une grande partie du domaine, donc il fait 5000 hectares. Et d'ici, on aperçoit le mur du domaine, le mur extérieur. Et donc c'est un lieu où on pouvait venir voir le roi revenir de la chasse, par exemple, apprécier des feux d'artifice. Et c'est ce qu'on appelle un village aérien aussi. Alors on a dit longtemps, mais c'est peut-être une légende, qu'il y avait 365 cheminées. Oui, il y a 280 cheminées. Et ça, vous le savez comment alors? Depuis très peu, puisqu'un de mes collègues s'est donné la peine de les compter. Alors c'est très simple puisque tout est géométrique. Donc on compte un quartier et puis on multiplie par 4. Et nous voilà dans une cuisine du château, mais version 18e siècle. Oui, une cuisine dans laquelle François Ier n'a pas pu goûter les plats, mais avec les mêmes ustensiles en tous les cas. Donc c'est une cuisine qui a été aménagée sous le règne de Louis XV, donc par le maréchal de Saxe, et sous François Ier, on cuisinait a priori sous les toiles de tente à l'extérieur, et on amenait les plats dans des caisses de bois, et on les réchauffait grâce à des potagers, des éléments en pierre qui étaient incrustés dans les murs. Est-ce qu'on sait ce qu'on mangeait à l'époque?
Oui, François Ier a connu la transition entre les mets médiévaux et la nourriture Renaissance, donc il commençait à manger davantage de légumes par exemple, et des viandes un peu moins riches et un peu moins d'épices également. Quand même beaucoup de gibier, hein? Toujours, oui, beaucoup de gibier, il valorisait les nobles, comme le cerf par exemple avec ses grands bois, et toujours des volatiles, donc qui s'approchent du ciel et de Dieu. Sonnez trompettes et clarences pour réjouir les compagnons. Alors Amélie, là on a une vue magnifique sur le château et on peut prendre des petites voiturettes et se balader dans le parc, hein, qui est immense. Oui, on peut faire une grande partie du parc, le tour du canal, le tour complet du canal qui comprend le château. C'est une balade de 5 km et on peut se promener un petit peu plus loin aussi autour du fer à cheval qui est juste derrière nous. Et là aujourd'hui on a une très belle journée ensoleillée et c'est une journée très agréable pour faire profiter pleinement de tout le parc en fait, et le château et le parc. Au fond, François Ier, c'était un voyageur. Oui, il adorait se promener avec ce qu'il appelle sa petite bande, quelques amis fidèles, et camper en fait entre deux châteaux, deux logements, chasser, écrire des poèmes. Il avait vraiment l'âme d'un poète itinérant, c'est vrai, quelque part. Et il venait ici quelques jours seulement, alors quelques jours, parfois 1 heure ou 2, expliquer ce château, le montrer à ses amis, aux plus grands de ce monde, de l'Europe. Et puis il repartait. Alors à Amboise, c'est vrai, puisqu'il habitait à 40 km d'ici, hein, la plupart du temps, il allait à Amboise où était sa maman. Et voilà, il venait contrôler les avancées de la construction. Est-ce que François Ier n'était pas un des premiers camping-caristes? C'est vrai. Alors il campait avec son cheval et sa toile de tente, mais il venait souvent contrôler l'avancée des travaux et puis inviter des personnes à venir comprendre son château, le montrer, expliquer la construction, vérifier l'avancement des travaux, mais finalement, voilà, il venait de manière itinérante. Vous me disiez que les Soloniaux ont une vraie affection pour leur château. Oui, c'est vraiment leur château. Pour eux, Chambord, ils y vont depuis qu'ils sont petits, ils se promènent autour. Alors ils ne rentrent pas forcément, mais en tout cas, ils aiment beaucoup se promener dans le parc, quels que soient les moments de l'année. En fait, c'est la forêt, donc il y a toujours quelque chose de magnifique. À l'automne, le feuillage est flamboyant. L'été, vous voyez, le ciel est bleu, le château derrière est magnifique. Et puis, en plus, voilà, on propose des promenades en barque sur le canal. Donc il y a 1000 choses à faire. Et pour eux, le château fait partie de leur vie au quotidien. En sortant du château, le géoptimiste a été attiré par la maison des vins. Alors Célia, c'est quoi le principe de la dégustation innovante? Alors la dégustation innovante, ce sont des becs de dégustation automatiques. Le principe, c'est qu'on a 52 vins à la dégustation chaque jour. Tout ça sous température contrôlée et sous gaz neutre, ce qui permet la longue conservation des bouteilles. Et le principe, c'est qu'on vend un verre avec une carte magnétique et on va pouvoir choisir 3 vins parmi les 52 références à la dégustation chaque jour. On n'est pas obligé de boire les 52? Non, c'est pas raisonnable, c'est pas conseillé. Alors, on trouve quoi comme vin principalement ici? Alors ici, c'est les vignerons de 2 AOC, AOC Cheverny, AOC Cours-Cheverny. Et nous avons 26 producteurs associés à la Maison des Vins de Chambord. Alors pour faire son choix, il y a des petites indications, hein? C'est ça, en fait, on a des petites fiches techniques avec des photos et différentes informations du style le type de sol, type d'élevage, type de culture, le tarif et des petits conseils pour accommoder les vins.
Puis alors on marche sur les bouteilles. Hein. C'est ça, on marche sur des dalles de verre. On entre dans une nouvelle ère d'œnologie. Et de la nouvelle ère d'œnologie à l'ère de stationnement, il n'y a qu'un pas. Allez, arrête de jouer le jeu optimiste. Tu as eu ton vin, c'est à moi d'avoir mon chocolat. Ok Aurélie, je te l'avais promis, quelques kilomètres à peine et nous arrivons dans la commune de Bracieux, chez un maître chocolatier. Nous sommes chez Max Vaucher. Bonjour Guylaine Prieur. Bonjour le géoptimiste. Je suis ravi d'être ici, mais alors c'est votre voiture ça ? J'aimerais bien que ce soit ma voiture, mais non, c'est une voiture qu'on a créée pour un salon des Amilcar justement, qui est tout en chocolat, seul le châssis c'est une voiture en chocolat. est d'origine. Oui, tout est en chocolat. Alors en vidéo, c'est pas de chance, on ne peut pas faire passer les odeurs, mais dans cette pièce, ça sent vraiment le chocolat. Oui, c'est vrai. Alors Max va nous faire la visite dans un instant des ateliers, parce que ici c'est un lieu où on peut déguster et où on fait un voyage, alors pas en voiture mais de la fève au chocolat. Tout à fait, donc on est installé sur la commune de Bracieux, donc entre Chambord et Cheverny comme vous le savez. On fait une visite guidée qui dure à peu près 1 heure et où on emmène le visiteur sur le parcours du chocolat. Donc on passe par les 3 métiers qui interviennent dans la fabrication du chocolatier et puis on a la plantation, le métier de couverturier et on finit sur les chocolatiers qu'on voit travailler en direct dans nos boutiques. Et alors il y a un personnage qui pourrait prendre la voiture, c'est Mister Cabosse. Oui, donc ce Mister Cabosse représente une cabosse et on avait envie que les enfants s'approprient ce petit personnage et l'identifient à notre chocolaterie. Merci, je vous quitte, je vais rejoindre Max. Merci. Si vous voulez bien me suivre, on rentre dans le laboratoire des chocolatiers. Il faut peser les ingrédients au gramme quand on fait une ganache ou quand on fait un praliné. C'est vraiment important parce qu'il faut stabiliser la recette entre les extraits secs et l'humidité. Voilà, là, il coule sa ganache dans les grands cadres. Après, il va tirer la ganache pour faire quelque chose de parfaitement lisse. Les grandes plaques que vous avez vues, elles vont être détaillées en tout petits carrés de chocolat. Les petits bonbons vont être enrobés, recouverts du chocolat dit de couverture. On est en train de colorer la cabosse ou Mister Cabosse, parce que chaque passage, c'est une couleur. Donc 10 passages dans la main du chocolatier. Le chocolat et le garnissage et l'emballage. Et là, comme vous pouvez le voir, les couleurs sont parfaitement lisses et brillantes. Ça va être étiqueté, stocké. On va pouvoir enfin les proposer à la vente, les mettre en magasin. Et voilà, notre Mister Cabosse, il est prêt. Il est pour vous. À la semaine prochaine.